Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans et je travaille comme institutrice en école maternelle. Je suis rentrée chez mes parents pour les vacances de Noël en m'attendant au chaos habituel des dîners de famille. Au lieu de cela, quand j'ai poussé la porte d'entrée de notre maison à Écully, j'ai été accueillie par un silence de mort. Les lumières étaient éteintes et la maison était glaciale. Un instinct aiguisé m'a dit que quelque chose ne allait pas du tout. J'ai lâché mes sacs et j'ai couru dans le couloir jusqu'à la chambre principale. Mon père, Jean-Pierre, était allongé sur le bord du lit, le corps recroquevillé. Il se tenait le côté gauche de la poitrine, cherchant son souffle, sa chemise trempée de sueur froide. Il luttait pour respirer à cause de ce qui ressemblait à une crise cardiaque massive. Je me suis précipitée à ses côtés en cherchant mon téléphone pour appeler les secours. C'est alors que je l'ai vu. Posé parfaitement au centre de la table de chevet se trouvait un post-it jaune. C'était écrit de l'écriture négligée de ma mère. Aucun numéro d'urgence, aucune panique et absolument aucune inquiétude. Juste une consigne froide. On pouvait y lire, ta mère et ta sœur Léa sont parties à l'île Maurice. Reste ici et occupe-toi de ton père. Elle l'avait laissé ici pour souffrir pendant qu'elles embarquaient dans un vol pour une station balnéaire de luxe. J'ai rapidement composé le 15, mais la main tremblante de mon père s'est tendue et a saisi mon poignet. Sa prise était faible, mais ses yeux étaient plus vifs que je ne les avais vus depuis des années. Il m'a regardé, luttant contre la douleur intense, et a chuchoté, « Vas-tu m'aider à leur donner une leçon ?» Je n'ai pas hésité. J'ai hoché la tête et j'ai lancé l'appel. Tôt le lendemain matin, le bip régulier d'un moniteur cardiaque résonnait dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Louis Pradel à Lyon. J'étais assise sur une chaise en plastique rigide à côté du lit, regardant la poitrine de mon père se soulever et retomber. Le docteur Beaumont, le cardiologue de garde, est entré dans la chambre avec un dossier. Il m'a regardé avec une expression sérieuse et a expliqué que mon père avait subi un infarctus du myocarde sévère. Le médecin a déclaré clairement que si l'ambulance était arrivée 5 minutes plus tard, mon père n'aurait pas survécu à la nuit. J'ai dégluti difficilement et j'ai suivi le docteur Beaumont dans le couloir animé pour remplir les formulaires d'admission à l'hôpital. Les papiers exigeaient une personne à contacter en cas d'urgence et un décideur médical. J'ai regardé la ligne vide sur le formulaire, sachant que les 2 personnes qui auraient dû y figurer étaient actuellement à des milliers de kilomètres. J'ai pris le stylo et j'ai écrit mon propre nom, signant en tant que son unique contact d'urgence. Je suis retournée dans la chambre et j'ai repris ma place au chevet du lit. Quelques heures plus tard, les paupières de mon père ont tressailli. Il a gémi doucement, bougeant contre les draps de l'hôpital. Je me suis immédiatement levée et je me suis penchée sur la barrière du lit. Il a cligné des yeux contre les lumières fluorescentes crues, son regard se fixant lentement sur mon visage. Il a semblé confus un bref instant avant que le souvenir de la nuit précédente ne semble l'envahir. Sa respiration s'est saccadée légèrement lorsqu'il a réalisé où il se trouvait. Il a tourné la tête, balayant du regard la petite pièce. Lorsqu'il a réalisé que nous étions seuls, sa voix a brisé le silence. « Où est Béatrice ?» a-t-il demandé d'un ton faible et je me suis figée. Je ne savais pas comment répondre à cette question sans faire grimper sa tension artérielle. Au lieu de parler, j'ai simplement baissé les yeux vers mes mains, incapable de croiser son regard. Mon silence lui a donné la réponse exacte dont il avait besoin. Mon père a lentement tendu la main droite, désignant ses effets personnels posés sur la petite table de chevet. Il voulait son téléphone. J'ai hésité, inquiète de son niveau de stress après un événement médical aussi grave. Mais son regard sévère ne laissait aucune place à la discussion. Je lui ai tendu l'appareil. Il a déverrouillé l'écran et a immédiatement ouvert son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Je suis restée totalement immobile, regardant lueur de l'écran se refléter dans ses yeux fatigués. Tout en haut de son fil se trouvait une nouvelle publication mise en ligne il y a quelques heures. Ma mère Béatrice et ma sœur Léa étaient assises sur une terrasse ensoleillée dans un complexe de luxe à Grand Bail. Ma mère tenait une coupe en cristal remplie de champagne coûteux, affichant un large sourire insouciant à la caméra. À côté d'elle, ma sœur posait avec 3 grands sacs de shopping provenant d'une boutique de luxe hors taxe. La légende sous la photo indiquait «
On échappe à l'hiver glacial, on profite de la vraie vie sur l'île. Il n'y avait aucune mention des fêtes de fin d'année, aucune mention de la famille qu'elle avait laissée derrière elle, et absolument aucun signe d'inquiétude ou de préoccupation. Mon père a fixé l'écran brillant pendant un long moment. Le moniteur cardiaque à côté de lui a bipé à un rythme légèrement plus rapide, mais il n'a pas dit un mot. Il n'a pas crié. Il n'a pas jeté le téléphone. Il a simplement appuyé sur le bouton d'alimentation, a placé l'appareil face contre terre sur sa poitrine et a fixé le plafond blanc. Pendant toute ma vie, il avait toujours trouvé un moyen d'excuser leur comportement égoïste. Il disait souvent que ma mère était juste stressée par la gestion de la maison ou que ma sœur avait besoin de vacances à cause de son travail exigeant dans l'immobilier. Cette fois, les excuses étaient épuisées. Le silence pesant dans la chambre d'hôpital signalait l'effondrement complet de ses illusions de toute une vie. Il les voyait enfin pour ce qu'elles étaient exactement. Elles étaient opportunistes, cupides et entièrement dépourvues d'empathie. Il a tourné la tête lentement, me regardant droit dans les yeux. La chaleur et la tolérance aveugle qui définissaient habituellement son caractère avaient complètement disparu, remplacées par une détermination froide et calculatrice. Il a pris une inspiration lente et profonde, grimaçant légèrement sous l'effort, et a parlé dans un murmure bas et définitif. Il y a quelque chose de caché sous le plancher dans mon bureau à la maison. Va le chercher. Et quoi que tu fasses, ne laisse ni ta mère ni ta sœur le savoir. J'ai repris la route vers notre maison sombre dans un silence absolu, je me suis garé dans l'allée et je suis entré directement dans le bureau. J'ai verrouillé la lourde porte en bois derrière moi et je me suis agenouillé sous le grand bureau en chêne. J'ai pressé mes doigts contre le plancher, cherchant le bord inégal que mon père avait mentionné. La troisième planche en partant de la gauche a bougé légèrement sous mon poids. J'ai inséré un tournevis plat dans la fente étroite, exerçant une pression vers le bas jusqu'à ce que le bois se soulève avec un craquement sec. À l'intérieur de la cavité peu profonde se trouvait un petit coffre-fort en métal gris. Il était étonnamment lourd, recouvert d'une fine couche de poussière pour avoir été caché si longtemps. Je l'ai saisi fermement par la poignée, je l'ai placé soigneusement dans le coffre de ma voiture et je suis retourné directement à l'hôpital. Quand je suis revenu dans la chambre, mon père était légèrement assis, soutenu par plusieurs oreillers rigides. J'ai placé le coffre gris sur la table roulante et je l'ai poussé sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il entrait lentement un code à 4 chiffres. La serrure a cliqué bruyamment et le lourd couvercle s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas de liasse de billets ou de bijoux cachés. Au lieu de cela, la boîte contenait d'épais dossiers Kraft remplis de documents juridiques complexes, chacun marqué de tampons officiels rouges, de sceaux de la cour et de signatures de notaire. Mon père a sorti le dossier du dessus, le posant soigneusement sur sa couverture d'hôpital. Il a pris une profonde inspiration tremblante avant de parler. Ton grand-père, Étienne, était un homme très discret. Mon père a commencé, sa voix s'affermissant alors qu'il regardait les papiers. Il est décédé il y a quelques mois. J'ai écouté dans un silence complet. Mon père a expliqué que le grand-père Étienne avait passé toute sa vie à bâtir discrètement un portefeuille massif d'investissements immobiliers et de participations dans des entreprises en raison de la taille immense de la succession. Le processus juridique de succession a pris énormément de temps pour être validé par les tribunaux locaux. L'avocat de la succession vient d'envoyer les documents de confirmation finale il y a quelques semaines. Il a continué en tapotant le dossier épais. Ta mère ne sait rien de cet héritage. J'ai gardé le silence parce que je voulais observer comment les choses allaient se passer avant de prendre des décisions financières permanentes. Il a ouvert le dossier et m'a remis une feuille de synthèse imprimée. Les chiffres listés sur la page étaient vertigineux. Les actifs hérités totalisaient 22 millions d'euros, complètement sécurisés dans une structure financière ainsi que l'acté de propriété d'une immense villa au bord de l'Éau située au lac des Annecy. Selon le droit civil français, les biens hérités sont considérés comme des biens propres, a déclaré mon père platement. Cela n'appartient pas à la communauté matrimoniale. Béatrice n'a absolument aucun droit légal de toucher un seul centime de cet argent. Il a posé le dossier et a cherché son portefeuille en cuir sur la table de chevet. Ses doigts ont tâtonné alors qu'il sortait une photographie de famille usée. C'était une photo de nous 4 datant de plus d'une décennie. Il a fixé l'image,
traçant les visages avec son pouce. Pendant des années, il avait dirigé toutes ses ressources financières et son soutien émotionnel vers ma mère et Léa, croyant que leur demande constante était simplement la dynamique naturelle d'une famille prospère. Pendant ce temps, j'avais remboursé tranquillement mes propres prêts étudiants avec mon salaire d'institutrice, sans jamais demander d'aide ou de vacances de luxe. Il a levé les yeux de la photo, verrouillant son regard dans le mien. Les moniteurs de l'hôpital bipaient doucement en arrière-plan. J'ai eu tort pendant tant d'années, a-t-il dit, sa voix se brisant avec un remords sincère. Je leur ai tout donné, et au moment où je suis devenu un fardeau, elles m'ont laissé mourir. Il a tendu la main et a serré la mienne fermement, sa prise beaucoup plus forte qu'avant. Je ne vais pas les laisser prendre ça, a-t-il dit fermement. Je dois te protéger, Camille. Tu es la seule qui se soucie réellement de moi. J'ai regardé les documents juridiques posés sur ses genoux, réalisant le pouvoir immense qu'il détenait désormais. Si ma mère et ma sœur rentraient à la maison et découvraient cette richesse soudaine, elles ne reculeraient devant rien pour le manipuler afin qu'il la partage. Nous devons agir vite, lui ai-je dit, adoptant son ton sérieux. Nous devrions appeler l'avocat dès maintenant et tout organiser avant que leur vol n'atterrisse. Ce jeudi après-midi, la lourde porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. L'avocat de mon père, maître Gauthier, est entré avec une épaisse mallette en cuir. Il n'était pas seul. 2 autres professionnels le suivaient de près, qu'il a présentés comme un notaire et un témoin indépendant. Avant même que maître Gauthier n'ouvre sa mallette ou ne place des papiers sur la table, le médecin traitant est entré dans la chambre pour effectuer une évaluation obligatoire de la capacité mentale. Les protocoles juridiques exigeaient une certitude absolue que mon père était sain d'esprit avant de prendre des décisions qui changeraient sa vie. Le médecin s'est tenu à côté du lit d'hôpital et a posé une série de questions médicales standards. Il a demandé à mon père de déclarer son nom légal complet, la date du jour, notre emplacement exact et le but spécifique de la réunion juridique. Mon père a répondu à chaque question clairement, avec assurance et sans hésitation. Il a regardé le médecin droit dans les yeux et a expliqué qu'il finalisait la planification de sa succession pour protéger ses biens propres. Le médecin a hoché la tête, a pris plusieurs notes détaillées sur son dossier médical et a officiellement consigné dans le dossier médical permanent que Jean-Pierre était totalement lucide, mentalement compétent et pleinement capable d'exécuter des documents juridiques contraignants. Une fois l'autorisation médicale obtenue, le médecin a quitté la pièce, nous laissant gérer les questions juridiques. Maître Gauthier a ouvert sa mallette et a sorti une pile de classeurs juridiques soigneusement organisés. Il a tendu à mon père un stylo noir et a poussé le premier classeur sur la table roulante. Le document principal était une fiducie irrévocable. Maître Gauthier a expliqué les termes de manière claire et directe. En signant ce type spécifique de document, mon père transférait de manière permanente l'intégralité de sa fortune héritée dans une entité juridique protégée. Les 22 millions d'euros et l'acté officiel de la villa du lac d'Annecy quittaient sa propriété personnelle directe pour entrer dans la fiducie. Le document me désignait explicitement, moi, Camille, comme l'unique fiduciaire et l'exclusive bénéficiaire légale de l'ensemble de la succession. Une fois ce document signé, il ne peut être ni modifié, ni annulé, ni contesté légalement par quiconque, y compris votre épouse, a déclaré maître Gauthier platement. Les actifs seront totalement protégés du patrimoine matrimonial et intouchables lors d'une procédure de divorce. Mon père n'a pas hésité. Il a tenu fermement le stylo et a signé son nom sur les lignes désignées à travers plusieurs pages. Le notaire s'est avancé, a vérifié son identité officielle et a apposé fermement son sceau officiel sur les pages de signature. Le témoin indépendant a ensuite ajouté sa signature pour valider l'ensemble du processus. En 20 minutes, le transfert de richesse était légalement scellé. Béatrice et Léa avaient officiellement perdu toute chance d'accéder à l'héritage. Cependant, sécuriser l'héritage n'était que la première étape. Mon père a rendu les documents signés à maître Gauthier, puis m'a regardé et a demandé son téléphone portable. Il a composé le numéro du service client de sa banque principale et a mis l'appel sur haut-parleur pour que je puisse entendre la transaction. Lorsque le représentant de la banque a répondu, mon père a demandé des changements immédiats et permanents sur ses comptes financiers.
Tout d'abord, il a ordonné à la banque de révoquer instantanément le statut de Béatrice en tant qu'utilisateur autorisé sur toutes ses cartes de crédit personnelles. Il a ensuite ordonné aux représentants de geler complètement toutes les lignes de crédit ouvertes uniquement sous son nom, garantissant qu'aucun autre frais ne pourrait être approuvé. Ensuite, il a initié le transfert immédiat de ses fonds de retraite personnels, déplaçant l'argent hors de leur accès partagé vers un nouveau compte individuel hautement sécurisé. Le représentant de la banque a demandé s'il souhaitait également fermer les comptes chèques et de crédit joints principaux. Mon père a donné une réponse froide et calculée. Il a explicitement ordonné à la banque de laisser les comptes joints ouverts et entièrement actifs. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ma mère était actuellement à l'île Maurice en train d'utiliser activement ses cartes jointes pour payer des suites dans des complexes de luxe, des dîners coûteux et des virées shopping haut de gamme. En laissant ses comptes spécifiques ouverts, mais en coupant ses propres contributions financières, la dette qui s'accroissait rapidement tomberait directement sur ses épaules. Elle serait tenue pour seule responsable de la ruine financière massive qu'elle était en train de créer. Le représentant de la banque a confirmé que tous les changements demandés étaient traités et effectifs immédiatement. Mon père a mis fin à l'appel et a posé le téléphone. Le verrouillage juridique et financier était terminé. À la fin de la semaine, l'hôpital a officiellement donné son congé à mon père. Je l'ai ramené dans notre maison à Écully le vendredi après-midi. La société de fourniture médicale avait déjà livré un fauteuil roulant temporaire et quelques articles nécessaires à sa convalescence. Nous nous sommes installés dans la maison calme, pleinement conscients que ce retour n'était que temporaire. Mon père ne revenait pas pour reprendre son ancienne vie. Il attendait simplement ici pour exécuter les dernières étapes de son plan et attendre que les papiers du divorce soient entièrement traités par le tribunal. Nous avons passé la matinée du samedi dans un silence relatif, organisant ses documents personnels, emballant quelques-uns de ses effets essentiels dans de petits cartons et nous préparant à la confrontation inévitable. Le calme s'est brisé tard le samedi soir. J'étais debout près de la fenêtre du salon quand un taxi arrivé de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry s'est garé brusquement dans notre allée. Les portes arrière se sont ouvertes et les voix fortes et familières de ma mère et de ma sœur ont immédiatement rempli l'air glacial de l'hiver. Elles ne voyageaient pas léger. Le chauffeur de taxi a passé plusieurs minutes à décharger 3 énormes valises, suivies d'un nombre excessif de sacs de shopping de luxe. J'ai regardé à travers la vitre Béatrice et Léa se tenir dans l'allée en se plaignant bruyamment au chauffeur de l'espace dans le coffre et de la chute soudaine de la température. Elles agissaient comme si l'hiver lyonnais était une insulte personnelle après leurs vacances tropicales. Elles ont traîné leurs lourds bagages sur les marches du perron et ont poussé la porte d'entrée. Le couloir s'est immédiatement rempli de l'odeur entêtante de lotion à la noix de coco et de cuir neuf. Béatrice a lâché 2 grands sacs de shopping sur le sol en laissant échapper un soupir dramatique d'épuisement. Elle a enlevé ses sandales de créateur, se plaignant bruyamment de la raideur de ses jambes après le long vol depuis Maurice. Léa a fait rouler sa valise surdimensionnée directement au centre de l'entrée, bloquant complètement le passage. Elle a jeté ses lunettes de soleil sur la console de l'entrée. Ni l'une ni l'autre n'a appelé pour prendre des nouvelles de mon père. Ni l'une ni l'autre n'a demandé comment s'était passée l'hospitalisation d'urgence. Elles n'ont pas demandé s'il se rétablissait, ce que les médecins avaient dit ou même s'il était encore en vie. Leur manque total de préoccupation était exactement ce à quoi mon père s'attendait. Pourtant, en être témoin en personne était toujours incroyablement choquant. Léa a fini par me remarquer debout au bord du couloir. Elle n'a pas proposé de salutation. Au lieu de cela, ses yeux ont balayé le salon, notant la petite pile de documents médicaux sur la table basse, une couverture pliée sur le canapé et une boîte de médicaments posée sur la table latérale. Son visage s'est crispé dans une expression de dégoût pur. C'est vraiment à ça que ressemble la maison, a exigé Léa, plaçant ses mains sur ses hanches. Elle a fait un geste vague vers le salon, ignorant totalement la nature médicale des objets. Quel désordre! Tu étais censé rester ici et t'en occuper, pas transformer cet endroit en décharge. Comment sommes-nous censés nous détendre dans cet environnement? Tu gâches complètement l'ambiance du nouvel an avec tout ce fouillis déprimant. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé. Ne reste pas là sans rien faire, a continué Léa d'un ton tranchant et autoritaire.
Prends ces sacs et monte ma valise dans ma chambre. Fais attention aux sacs blancs. Il y a des bouteilles en verre fragile à l'intérieur. Et assure-toi de débarrasser cette table basse immédiatement. J'ai besoin de m'asseoir, de m'étirer et de trier mes reçus de shopping. Béatrice est arrivée derrière Léa, soutenant entièrement l'attitude arrogante de sa fille aînée. Écoute ta sœur, Camille, a-t-elle ordonné, déboutonnant son manteau de voyage léger et le jetant sur une chaise. Nous sommes complètement épuisés d'avoir voyagé toute la journée. Nous avons besoin que cette maison soit propre et nous avons besoin d'un thé chaud. Dépêche-toi de débarrasser ces sacs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Tu as eu toute la semaine pour garder les choses en ordre. Je n'ai pas bougé vers les sacs. Je n'ai pas fait un pas pour les aider. J'ai simplement croisé les bras sur ma poitrine, plantant mes pieds fermement sur le parquet et j'ai maintenu un regard froid et inflexible. Mon refus absolu d'obéir à leurs ordres a provoqué un éclair de colère véritable sur le visage de ma mère. Elle a ouvert la bouche pour crier, prête à déclencher un discours sévère sur le respect et l'obéissance. Avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, le grincement distinct de roues en caoutchouc a résonné depuis la cuisine. Béatrice et Léa se sont figées, tournant la tête vers le son. Mon père a fait rouler son fauteuil roulant hors de l'ombre de la cuisine et est apparu dans la lumière vive du couloir. Il tenait une canne en bois massif dans sa main droite. Il n'avait pas l'air faible et il n'avait pas l'air clément. Il a levé la canne et a frappé violemment le lourd embout en laiton contre le parquet. Le craquement sec a résonné bruyamment dans toute la maison, faisant taire instantanément ma mère et ma sœur. « Asseyez-vous, toutes les deux », a commandé mon père, sa voix totalement dépourvue de toute chaleur. La porte du bureau a cliqué. Maître Gauthier est sorti dans le salon avec sa mallette en cuir. Il est passé directement devant ma mère et ma sœur sans offrir de salutations polies et s'est assis dans le fauteuil face au canapé. Béatrice et Léa le regardaient avec confusion. Toujours debout au milieu de la pièce, elles se sont lentement assises sur le bord du canapé, leur attitude auparavant arrogante faiblissant devant l'apparition soudaine d'un professionnel du droit dans leur maison. Maître Gauthier a ouvert sa mallette. Il ne s'est pas tenu au centre de la pièce pour lire un grand parchemin. Au lieu de cela, il a sorti 2 paquets de papier soigneusement agrafés et les a fait glisser sur la table basse en verre vers Béatrice et Léa. Ce sont des copies juridiques officielles pour vos dossiers personnels, a dit Maître Gauthier, sa voix entièrement neutre et strictement professionnelle. Béatrice a hésité avant de prendre le paquet. Léa s'est penchée pour lire par-dessus l'épaule de sa mère. Leurs yeux ont parcouru la première page. Maître Gauthier leur a laissé quelques secondes pour assimiler la terminologie juridique lourde avant de fournir une explication verbale concise. Il a déclaré que le grand-père Étienne avait laissé une succession substantielle, comprenant 22 millions d'euros en liquidité et une immense propriété au bord de l'Éau au lac d'Annecy entièrement à mon père. Il a ensuite expliqué que mon père avait légalement transféré chaque actif hérité dans une fiducie irrévocable nouvellement établie. Camille est l'unique fiduciaire et l'exclusive bénéficiaire de cette structure, a conclu Maître Gauthier, désignant la clause spécifique à la page 3. Le transfert est totalement finalisé, dûment notarié et juridiquement contraignant. Béatrice a lâché les papiers sur la table comme s'il lui avait brûlé les doigts. Le visage de Béatrice est devenu livide, la laissant pâle et visiblement tremblante. Léa a saisi le paquet, ses yeux parcourant frénétiquement les pages pour trouver une faille cachée dans le texte. « Tu ne peux pas nous faire ça », a bégayé Béatrice, sa voix montant rapidement en panique alors que l'ampleur de la fortune perdue lui apparaissait. Elle a pointé un doigt tremblant directement vers mon père, son épuisement précédent étant totalement remplacé par une fureur désespérée. « Nous sommes mariés légalement depuis plus de 30 ans. La moitié de tout ce que tu possèdes m'appartient de droit. J'engagerai l'avocat le plus agressif de cette ville et je te poursuivrai pour chaque centime. Je traînerai cette affaire devant les tribunaux pendant des années jusqu'à ce que ce document soit complètement démantelé et que j'obtienne ma part légitime. » Maître Gauthier n'a pas bronché devant la menace. Il s'est penché légèrement en avant, posant ses mains sur ses genoux et a maintenu son calme. « Vous êtes parfaitement libre de consulter l'avocat de votre choix, » a répondu Maître Gauthier. « Cependant, je dois vous informer de la réalité juridique exacte. Selon le Code civil,
les biens reçus par succession sont classés strictement comme des biens propres. Parce que ces fonds ont été déposés directement dans la structure juridique et n'aient jamais été mélangés à vos comptes chèques ou d'épargne joints, l'héritage reste entièrement protégé. Il est totalement exclu du partage standard des biens lors d'un divorce. Votre mari avait le droit légal absolu d'établir cette structure indépendamment et de désigner Camille comme seule bénéficiaire. Toute contestation juridique que vous tenterez sera immédiatement rejetée par un juge, et vous ne réussirez qu'à vider vos propres ressources financières en frais d'avocat inutiles. Léa a claqué les papiers agrafés sur la table en verre, son visage empourpré par une colère soudaine. Elle m'a fusillé du regard, les poings serrés contre ses hanches. C'est complètement ridicule. Nous sommes ta vraie famille, a-t-elle crié à mon père, abandonnant totalement son personnage d'agent immobilier posé. Tu vas juste donner 22 millions d'euros et un manoir au bord du lac à une institutrice qui peut à peine payer ses propres factures et nous laisser sans rien. Mon père ne cesse pas lancé dans une dispute de cris. Il n'a pas défendu mes choix de carrière et n'a pas haussé la voix pour égaler l'hostilité de Léa. Il est resté parfaitement immobile dans son fauteuil roulant temporaire, son expression plus froide que l'air hivernal à l'extérieur. Il a cherché dans la poche latérale de son fauteuil et a sorti un dossier Kraft séparé. Il l'a jeté en avant sur la table en verre. Il a atterri lourdement directement sur les documents de succession. Béatrice a fixé le nouveau dossier, ses mains tremblant trop pour le saisir immédiatement. Elle a regardé Maître Gauthier, espérant une autre explication, mais l'avocat est resté silencieux. « Je ne discute pas avec vous, » a dit mon père, sa voix tombant dans un registre bas et définitif. « Je vous informe simplement de la nouvelle réalité. Lisez la page de garde. » Béatrice a lentement tendu la main et a rapproché le dossier. Ses yeux se sont agrandis en lisant le texte en gras imprimé en haut de la feuille. « Ce sont les papiers du divorce, » a déclaré mon père, coupant toute discussion supplémentaire. Ils ont déjà été déposés et traités au tribunal de grande instance. Tôt le lundi matin, le vrombissement sourd d'un lourd moteur diesel a fait vibrer les fenêtres de la maison. Un énorme camion de déménagement a reculé lentement dans notre allée, écrasant la fine couche de glace. La rampe métallique lourde est tombée au sol avec un fracas sonore. 3 hommes en uniforme gris sont montés sur le perron et sont entrés dans la maison sans hésitation. Prêtes pour le travail, Béatrice et Léa sont descendues en hâte dans leurs pyjamas, exigeant de savoir ce qui se passait. Le chef des déménageurs a complètement ignoré leurs cris frénétiques. Il a marché directement vers mon père, qui lui a remis une liste d'inventaire détaillée. Les hommes se sont immédiatement mis au travail. Ils ont strictement récupéré le lit médicalisé motorisé, son équipement médical personnel, les classeurs verrouillés et ses vêtements. Ils ont soigneusement emballé ses biens personnels non contestés. Ils n'ont délibérément pas touché à un seul meuble coûteux de Béatrice, à sa garde-robe de créateur ou aux effets personnels de Léa. « Tu ne peux pas juste prendre ses affaires et partir », a crié Béatrice, essayant de bloquer physiquement un déménageur portant une pile de cartons de documents. Nous sommes toujours légalement mariés. C'est notre maison. Mon père a calmement fait avancer son fauteuil et lui a tendu une épaisse enveloppe blanche. Elle portait le logo officiel de sa banque de crédit immobilier imprimé clairement dans le coin supérieur. Béatrice l'a arraché de sa main, la déchirant pour en sortir un document juridique formel. C'est un avis de défaut de paiement, a déclaré mon père platement. J'ai cessé de contribuer au remboursement de l'hypothèque le mois dernier. Tu as contracté ce deuxième prêt massif sur cette propriété pour financer tes virées shopping sans fin. Je ne subventionne plus tes dettes. Le processus de saisie immobilière a officiellement commencé et il n'y a pas de retour en arrière. La banque saisira cette propriété d'ici quelques mois. Léa a eu un hoquet de surprise, arrachant le papier épais des mains de sa mère. Elle a lu les caractères gras détaillant les impayés sévères et les actions judiciaires imminentes. La dure réalité de perdre leur résidence principale les a frappés simultanément. Tu as prévu ça depuis le début, a chuchoté Béatrice, ses mains tremblant violemment, fixant l'avis de saisie. Tu nous laisses avec absolument rien. Comment suis-je censé payer pour cette maison? Comment suis-je censé vivre? Mon père n'a offert aucune sympathie. Tu devras trouver la solution par toi-même, a-t-il répondu.
Il a verrouillé les freins de son fauteuil roulant, signalant que la conversation était terminée. Furieuse et totalement incapable d'accepter la défaite, Béatrice a saisi son lourd sac à main de créateur. Je ne reste pas dans cette maison vide et glaciale pour me faire insulter, a-t-elle lâché, se tournant brusquement vers la porte d'entrée. Je vais prendre une chambre au Marriott au centre-ville. Je réglerai mes comptes avec mes avocats depuis une suite de luxe. Elle est sortie en trombe, claquant la lourde porte en bois derrière elle, laissant Léa seule dans le couloir froid. J'ai aidé mon père à descendre les marches du perron et je l'ai guidé vers ma voiture qui attendait au bord du trottoir. Alors que les déménageurs sécurisaient les derniers cartons et partaient, j'ai démarré le moteur. Je savais exactement ce qui allait se passer à l'autre bout de la ville. J'avais l'application bancaire ouverte sur mon téléphone, surveillant les alertes du compte joint. 20 minutes plus tard, la première notification est apparue. Béatrice était arrivée à la réception de l'hôtel. Elle avait tendu au réceptionniste sa carte de crédit Gold, s'attendant à un traitement VIP. L'employé a inséré la puce de sécurité dans le terminal. Au lieu d'imprimer un reçu d'approbation, la machine a émis un bip négatif strident. L'écran a affiché un message d'erreur rouge vif. Refusé. Les alertes ont montré qu'elle avait essayé sa deuxième carte immédiatement après. Le système bancaire a traité la demande et a renvoyé exactement le même résultat. Refusé. Son accès en tant qu'utilisateur autorisé était totalement révoqué. Les comptes joints étaient gelés en raison des soldes débiteurs massifs accumulés à l'île Maurice. Elle n'avait absolument aucun accès à l'argent liquide, aucune limite de crédit disponible et aucun filet de sécurité financière. L'effondrement financier total qu'elle avait si imprudemment provoqué était désormais une réalité concrète. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et j'ai passé la première. Je n'ai pas regardé la maison derrière nous, et mon père non plus. Nous avons roulé lentement dans la rue calme de la banlieue, laissant le naufrage absolu de leur cupidité fermement dans le rétroviseur. Le chapitre toxique de nos vies était terminé, et nous étions enfin libres. 12 mois ont passé. L'hiver rigoureux s'était dissipé, complètement remplacé par la brise chaude de l'été soufflant sur les eaux étincelantes du lac des Annecy. Mon père Jean-Pierre marchait d'un pas assuré sur la terrasse en bois de notre villa au bord de l'Éau. Il n'avait plus besoin de son fauteuil roulant et il avait complètement abandonné sa canne en bois. Après avoir terminé un programme de réadaptation cardiaque strict de 6 mois, en assistant à 3 séances par semaine sans faute, sa santé physique était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis 10 ans. Nous passions nos matinées à boire du café au bord de l'Éau. J'avais officiellement quitté mon poste d'institutrice pour gérer la structure de la succession à plein temps. J'avais installé un bureau à domicile surplombant le lac, travaillant en étroite collaboration avec des conseillers financiers et des fiscalistes pour m'assurer que le patrimoine continue de croître régulièrement. Notre vie quotidienne était calme, stable et incroyablement paisible. Les cris constants, les exigences déraisonnables ou le stress financier pesant ne nous manquaient pas. La réalité à l'autre bout de la région était totalement différente. Le processus de saisie légale de l'ancienne maison s'était finalisé il y a 8 mois. La banque avait officiellement saisi la propriété, expulsé ses occupants restants et l'avait vendue aux enchères publiques pour récupérer le solde de l'hypothèque impayée et les taxes foncières en retard. Béatrice et Léa avaient été forcées d'emballer ce qu'il leur restait d'effets personnels dans des camionnettes de location et de déménager dans un complexe d'appartements exigus et vieillissants du côté industriel de la ville. Leur effondrement financier soudain avait déclenché une spirale descendante rapide. Désespérée de maintenir son train de vie luxueux et de rembourser ses dettes de cartes de crédit croissantes, Léa avait commis une grave erreur professionnelle. Elle avait tenté de percevoir secrètement une double commission sur une transaction immobilière commerciale, violant les réglementations strictes du secteur. Un client avait découvert la fraude et déposé une plainte officielle pour manquement à l'éthique contre elle. Le Conseil de l'ordre de l'immobilier avait lancé une enquête immédiate, l'avait reconnue coupable de fautes graves et avait révoqué de manière permanente sa carte professionnelle. Sa carrière lucrative s'était envolée du jour au lendemain, ne lui laissant rien d'autre qu'une pile de cartes de visite sans valeur. Sans ses diplômes, elle était totalement inemployable dans le secteur privé compétitif. Aujourd'hui,
l'ancienne agente immobilière de luxe travaille comme simple vendeuse dans un centre commercial local en déclin. Elle passe 12 heures par jour à plier des pulls en promotion, à organiser des rayons de déstockage et à se tenir derrière une caisse enregistreuse pour le salaire minimum. Ma mère a fait face à une réalité tout aussi dure. Le divorce s'est finalisé sans encombre, ne lui laissant absolument aucun droit sur la fortune personnelle de mon père. Sans mari pour financer ses habitudes de shopping ou une fille riche sur laquelle parasiter, Béatrice a dû entrer sur le marché du travail pour la première fois en 30 ans. Elle n'a pas pu trouver un emploi de bureau confortable. Au lieu de cela, elle a obtenu un poste de réceptionniste de nuit dans un motel de bord de route bon marché situé juste à côté de l'autoroute. La femme qui exigeait autrefois un service 5 étoiles à Grand Bail passe désormais ses nuits derrière une vitre pare-balles de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Elle distribue des clés de chambre en plastique bon marché, traite les cartes de crédit refusées et gère les voyageurs mécontents et épuisés qui se plaignent de la saleté des chambres. Elle effectue ses gardes de nuit éreintantes, manquant les jours fériés et les week-ends juste pour gagner assez d'argent pour payer sa part du loyer de l'appartement et les factures de base. Elles sont toutes deux piégées dans un cycle de travail manuel sans fin et de dettes à taux d'intérêt écrasantes. Au cours de l'année écoulée, aucune d'elles n'a essayé de nous contacter. Je n'ai pas non plus cherché à les joindre. Ce silence total a prouvé exactement ce que mon père et moi savions déjà. Nous n'étions que des outils pour financer leurs illusions de grandeur. La vraie famille n'est pas déterminée par la génétique partagée, elle n'est pas non plus définie par le fait d'exiger le respect uniquement sur la base de titres parentaux ou fraternels. La famille est définie par les personnes qui restent à vos côtés pendant vos pires moments. Ce sont les gens qui se présentent pour aider quand il n'y a absolument rien de matériel à gagner. Ils le font simplement par amour, par devoir et par pure compassion. J'ai choisi de rester aux côtés de mon père quand il luttait pour respirer en ce réveillon terrible, ignorant totalement le secret massif qu'il gardait. En retour, il m'a donné le pouvoir de changer nos deux vies pour toujours, me remettant les clés d'un avenir rempli de sécurité véritable et de paix. La cupidité finit par détruire les cupides, ne leur laissant que ce qu'ils méritent. Cette histoire est une leçon poignante sur la loyauté et les conséquences de la trahison familiale. Elle nous rappelle que le respect et l'amour ne sont pas des droits acquis par le sang, mais des valeurs qui se cultivent par les actions quotidiennes. Dans ce récit, le contraste entre l'égoïsme de la mère et de la sœur et la dévotion de la fille montre que la véritable richesse n'est pas seulement financière, mais réside dans la solidité des liens que l'on tisse dans l'adversité. Le père, en reprenant le contrôle de son destin, n'a pas seulement protégé son héritage matériel, il a surtout rendu justice à la seule personne qu'il aimait inconditionnellement. Cela nous pousse à réfléchir sur nos propres priorités. Entourons-nous les bonnes personnes ? Sommes-nous là pour nos proches quand ils en ont le plus besoin, ou seulement quand tout va bien ? La fin de Béatrice et Léa, bien que sévère, est le reflet direct de leur propre choix de vie. Que pensez-vous de la décision de ce père ? Auriez-vous été capable de pardonner à votre famille après un tel abandon, ou auriez-vous agi de la même manière pour protéger votre avenir ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de connaître votre avis sur cette situation complexe.